Good morning and thank you for joining us. My name is Megan and I'm from the Ministry of Municipal Affairs and Housing. I'm joined by my colleagues Gabriel from Health and Social Services, Gabi from Public Safety, and Marc-André from the Société d'Habitation du Québec. Today, our purpose is to propose a course of action for the Government of Quebec to help municipalities address the problem of rough sleeping and homeless encampments. Next slide. So to quickly brief on the agenda we'll be going over today, we will discuss the policy problem, some background information or objectives or options, and we will conclude with the recommendations. Next slide. So the policy problem can be defined as follows. Due to the COVID-19 pandemic and the housing crisis, the largest cities in Quebec are experiencing a rise in rough sleeping and homeless encampments. So during the pandemic, several encampments appeared in Quebec, especially in Montreal, but also in cities such as Quebec City, Gatineau, and Sherbrooke. Encampments of this scale are a new phenomenon in Quebec. They pose multiple challenges to local governments, especially in terms of public safety and cohabitation with local residents. And so far, the main response from local governments was to dismantle them. After consulting with experts in the field, we know it hasn't made the problem go away. According to the City of Montreal, visible homelessness has doubled during the pandemic, and experts are clear on the fact that encampments are likely here to stay unless serious action is taken. Next slide. So it's important to keep in mind that homelessness is at the crossroads of multiple social issues such as substance abuse, domestic violence, and mental health problems. So rough sleepers are far from a homogeneous group with identical personal needs, but nonetheless, two main trends are visible in encampments. Next slide. So first, we have people experiencing chronic homelessness. These people have been homeless for a longer period and tend to have disabling conditions that make it difficult to fight their way out of it. Chronic homeless have multiple reasons for staying in encampments. So let's remember that COVID outbreaks and health measures forced shelters to cut their capacity. So these people might have turned to encampments from lack of beds or for safety reasons. Another reason is that shelters are too restrictive or associated with previous traumatic experiences, which make encampments a more attractive option in all circumstances for some of them. And second, we have the people experiencing transitional homelessness. So these people are usually homeless for the first time because they suffered a major life change, such as housing eviction and job loss. They stay in encampments because they cannot find social or affordable housing, but they wish to go back to permanent housing. Next slide. So the COVID-19 pandemic and the current rental market have exacerbated the issue for rough sleepers fitting the second type. In Quebec, the pandemic led to major job loss in 2020, and the job market still hasn't fully recovered. On the rental market, we're experiencing an increase in average rent and rental evictions, as well as low vacancy rates, especially in lower rent ranges. So all of this is indicative of a housing problem and is fueling the demand for social and affordable housing. And currently, 37,000 households are waiting for low rental housing, what we call HLM, or for housing eligible to the rent supplement, the PSL. Of these, more than 23,000 are located in Montreal. Next slide. So before we go into the policy options, I just want to quickly turn your attention to the funding we allocate to homelessness and housing. So last October, Quebec launched an action plan with a budget of $280 million to tackle homelessness. And the Société d'Habitation du Québec has a budget of $1.5 billion they can draw on to target the housing problem. It's also important to mention that Quebec receives some funding from the federal government for homelessness and housing. So now I will hand it over to my colleague, Gabrielle, who will go over the policy objectives and options on the next slide. Pourquoi le statu quo n'est pas une option? Premièrement, il y a des répercussions sur le voisinage qui sont importantes, notamment des problèmes économiques et de sécurité pour les quartiers près des campements. À titre d'exemple, les commerces qui sont situés près des campements peuvent voir des baisses de leur clientèle en raison de la proximité des campements. De même, des coûts élevés en matière de santé sont présents. Une personne itinérante coûte en moyenne 60 000 $ par année en frais de santé. Et de même, il y a un problème de dignité et de sécurité, puisque dormir dans la rue peut mener à la mort, ainsi qu'à d'importants traumatismes mentaux et psychologiques. Next slide. Les objectifs de la politique publique que nous vous proposons sont les suivants.
Notamment, nous désirons reconnaître les besoins et l'expertise des acteurs locaux, notamment les municipalités et les organismes à but non lucratif qui interviennent dans le domaine de l'itinérance, puisque ce sont les acteurs qui sont en première ligne pour intervenir dans les problématiques des dormeurs de rue. De même, nous désirons promouvoir une approche équilibrée envers les voisinages qui sont affectés par les dormeurs de rue et ces derniers pour ne pas avoir un favoritisme quelconque. De même, des résultats tangibles et à court terme sont exigibles puisque la situation est urgente, comme nous l'avons vu précédemment, et une solution complète et à long terme est essentielle et est visée par notre solution puisque la problématique doit être résolue dans son entièreté. Next slide. La première stratégie que nous vous proposons parmi les 3 stratégies potentielles se nomme la pérennisation et la légalisation des campements. L'un des éléments de solution constitue la légalisation et l'encadrement des campements et des abris temporaires pour limiter les inconvénients qui sont associés à ces derniers. De même, une bonification des ressources communautaires et institutionnelles pour permettre de traiter les problématiques est prévue. L'un des avantages de cette dernière est une réduction des méfaits et des coûts de santé. Dans cette approche de réduction des méfaits, nous considérons que les campements auront lieu peu importe les actions qui sont prises et donc nous tentons de limiter les inconvénients et les blessures qui peuvent être associées. Ensuite, un développement des connaissances sera au nombre des avantages puisque l'intervention de l'État permet de mieux connaître les individus qui sont en situation de dormir dans la rue. Également, une approche humaine est de mise par le biais de cette stratégie puisque les dormeurs de rue sont considérés comme des citoyens à part entière qui ont besoin de recevoir des services. Enfin, le coût politique et financier est extrêmement modéré. Toutefois, en termes d'inconvénients, nous observons un non-respect des besoins formulés par les acteurs locaux, notamment les municipalités et les refuges de sans-abri qui désirent plus de ressources et qui désirent voir les campements cesser, ainsi qu'une visibilité du phénomène des dormeurs de rue qui persiste. Next slide. La seconde stratégie potentielle que nous vous proposons est l'humanisation des campements et la réinsertion progressive des individus qui sont dans les campements, les dormeurs de rue donc. Les éléments de solution consistent en une bonification des ressources communautaires et institutionnelles, notamment pour faciliter et pour l'accès aux services et pour augmenter la qualité de ces derniers, une pérennisation du service d'aide à la recherche au logement pour les individus qui ont récemment perdu leur logement et qui peuvent en retrouver un autre de façon rapide pour éviter de causer des traumatismes mentaux et physiques potentiels en dormant dans la rue. Également, des créations d'unités d'hébergement aux formes variées sont à prévoir, notamment pour répondre aux divers besoins des individus. Par exemple, les gens qui dorment dans la rue considèrent parfois que les individus qui dorment dans la rue avec eux sont leur famille. Donc, à ce moment, tandis que d'autres veulent être logés tout seuls. Donc, nous préconisons en fait que les unités d'hébergement soient hétérogènes pour permettre une meilleure réponse aux besoins des dormeurs de rue. L'un des avantages est le respect des besoins et de l'expertise des acteurs locaux, notamment les municipalités et les organismes à but non lucratif qui interviennent dans le milieu des dormeurs de rue. Une réponse complète et à long terme des individus pour la solution. Également, nous avons une approche équilibrée, notamment entre les dormeurs de rue et les voisinages, puisque ni l'un ni l'autre ne sont favorisés, et un apaisement politique. En ce qui a trait aux inconvénients, nous avons une résolution progressive de la situation. Il n'y a donc pas une résolution complète dans les médias, mais c'est bien à long terme. Et également, les coûts financiers sont élevés. Mon collègue Gabi Akes vous présentera la stratégie 3 sur la next slide. Nous vous présentons la troisième stratégie focalisée sur le démantèlement immédiat des campements. Cette stratégie a comme élément de solution le démantèlement par recours aux forces de la police. Aussi, cette stratégie a-t-elle pour mission de diriger les individus en situation d'itinérance vers les refuges. Dans l'ordre des avantages, notre troisième stratégie répond immédiatement aux besoins des situations des citoyens avoisinant les campements dans la mesure où ceux-ci sont démantelés, du coup, et il y aura comme une sorte de sentiment de sécurité des populations avoisinant les campements. Faisant suite à cela,
La visibilité du phénomène d'itinérance connaîtra une réduction notable en disséminant les individus vivant dans les camps vers les refuges existants. Et enfin, cette stratégie a le mérite de présenter un coût financier minimal. En termes d'inconvénients, nous notons l'empiètement des compétences municipales. On mentionne également un coût politique important comme conséquence du démantèlement immédiat par l'usage des forces policières pour ne pas revivre ce qui s'est passé à Toronto il y a quelques années. À titre de rappel, les données de la ville de Toronto révèlent qu'il y a eu en moyenne 120 incidents violents par mois dans le système des refuges en 2016. Ce chiffre est passé à une moyenne de 270 incidents par mois en 2020 et a atteint un pic de 368 incidents en janvier 2021. Non seulement que cette approche ne règle pas les problèmes d'itinérance à long terme, mais elle nous semble également conflictuelle et violente. Ainsi, nous passons la parole à notre ami Marc-André, pour la suite de la présentation et nous disons « Next slide ». Alors, après analyse des 3 stratégies présentées précédemment, nous recommandons d'opter pour la seconde, qui propose l'humanisation des campements par le déploiement de ressources communautaires et institutionnelles supplémentaires, sans pour autant les légaliser, ainsi que la construction de logements destinés aux personnes itinérantes ou aux dormeurs de rue. Cette solution est la seule qui respecte et atteint les 4 objectifs cités précédemment, que sont l'atteinte de résultats tangibles à court terme, une solution structurante à long terme, la réponse aux besoins des dormeurs de rue et du voisinage des campements, ainsi que la reconnaissance des besoins et de l'expertise des acteurs locaux. Cette stratégie s'articule en plusieurs mesures, avec un horizon allant du court au long terme. À court terme, elle comprend le rehaussement du financement des organismes communautaires en itinérance par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, par l'intermédiaire de son programme de soutien communautaire, ainsi que le rehaussement des ressources de santé des centres intégrés de soins de santé et de services sociaux dédiés à l'itinérance. Elle comprend également, à court terme, la pérennisation du service d'aide à la recherche de logement offert par les Offices d'habitation du Québec, lequel sera mis en œuvre par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation en collaboration avec la Société d'habitation du Québec, le Service d'habitation de la Ville de Montréal et les Offices d'habitation du Québec. Elle comprend également la flexibilisation des critères d'attribution du programme de supplément au loyer par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation en collaboration avec la SHQ, les offices municipaux et le service d'habitation de la Ville de Montréal. Cela permettra d'utiliser, entre autres, à court terme, les 7000 unités de supplément au loyer non encore attribuées et de mettre à profit les logements disponibles sur le marché privé. À moyen terme, cette stratégie comprend la réforme du financement communautaire autonome, du financement communautaire distribué par le ministère du Travail, Emploi et Solidarité sociale par l'intermédiaire du secrétariat à l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales pour passer d'un financement par des ententes de services plutôt que par projet, comme c'est le cas actuellement, ainsi que la création d'un milieu de pratique par le ministère de la Santé et des Services sociaux et ses centres intégrés de santé et de services sociaux, auxquels le gouvernement fédéral et les municipalités pourront apporter de l'expertise afin d'améliorer les pratiques des différents intervenants en milieu d'itinérance et auprès des personnes dormant à l'extérieur. Certaines pratiques d'intervention non optimales nous ayant été signalées, entre autres, par le milieu de la recherche. Finalement, à long terme, cette solution prévoit la création d'unités d'habitation variées destinées aux personnes dormant à l'extérieur par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, la Société d'habitation du Québec et le Service d'habitation de la Ville de Montréal. Next slide. En ce qui a trait maintenant au crédit associé à cette stratégie sur 5 ans, il faut compter un total de 578 millions de dollars, dont 293 millions, soit 53,1 % du total, proviendront du gouvernement du Québec,
93,8 millions proviendront des communautés et des municipalités, soit 15,4 % de l'enveloppe totale, et 191,2 millions proviendront du gouvernement fédéral, soit 31,4 % des sommes. Ventilé, cela nous donne un budget de 18 millions de dollars pour l'acquisition des chambres d'hôtel, actuellement réquisitionnées par la mairie de Montréal en 2021, à titre de solution d'hébergement d'urgence pour les personnes itinérantes ou dormant à l'extérieur. Nous avons un budget de 460 millions sur 5 ans pour la construction de 2000 unités d'accès logis, volet 3. Ensuite, nous avons, afin d'intervenir en fait dans ces logements accès logis volet 3 aux formes variées et dans les campements, nous avons prévu 50 millions de dollars pour rehausser le financement des ressources communautaires et 27 millions de dollars pour bonifier les ressources des centres intégrés de santé et de services sociaux sur 5 ans. Pour embaucher les ressources humaines afin d'assurer l'animation et la mise sur pied des communautés de pratique, des instances de concertation et de partage des bonnes pratiques, la stratégie prévoit 1 million de dollars sur 5 ans. Finalement, la stratégie prévoit 22 millions de dollars sur 5 ans pour la pérennisation du service d'aide à la recherche de logement afin de s'assurer que les personnes qui perdent leur logement dans un contexte pandémique où il y a perte d'emploi et augmentation des coûts du loyer puissent s'en trouver un qui convient à leurs besoins. Next slide. Pour ce qui est de la répartition maintenant des sommes entre les différentes zones du Québec, la stratégie prévoit dédier 58,1 % des investissements à la RMR de Montréal, 13,7 % des fonds à la RMR de Québec, ainsi que entre 4,6 et 2 % des fonds pour les autres RMR du Québec, soit Drummondville, Saguenay, Sherbrooke, Gatineau et Trois-Rivières. Également, 11,1 % des investissements seront réservés aux autres agglomérations de recensement, qui sont des villes au fond de 10 000 habitants ou plus, parce que, en fait, le phénomène, bien que plus visible dans les grandes villes, existe également dans les régions. Next slide. Quant au calendrier de mise en œuvre, la stratégie prévoit la pérennisation du service d'aide à la recherche de logement et des 150 places dans les hôtels réquisitionnés à titre d'hébergement d'urgence par la Ville de Montréal, ainsi que la flexibilisation des critères d'attribution des PSL et la bonification des ressources communautaires et institutionnelles en itinérance dès le 31 mars 2022, soit le début de la prochaine année financière. Elle prévoit aussi la mise sur pied d'une communauté de pratique en itinérance dès juillet 2022, le début des appels à projets pour la construction des logements de type accès logis volet 3 dès septembre 2022, laquelle se terminera en mars après 5 phases d'environ 1 an. Elle prévoit finalement la réforme du financement des organismes communautaires en itinérance par l'intermédiaire du secrétariat à l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales en mars 2023. Next slide. En somme, la seconde stratégie étant la seule des 3 stratégies de lutte contre le phénomène des dormeurs de rue et de l'itinérance qui répondait aux 4 objectifs que nous voyons présentement à l'écran, c'est celle que nous vous recommandons d'adopter, malgré les coûts financiers un peu plus élevés qu'elle implique. Je vous remercie de votre écoute. Nous sommes maintenant prêts à prendre les questions en français ou en anglais. Oui, merci Marc-André et merci à l'équipe pour votre présentation. On a des questions, bien sûr. Je vais passer la parole au début à James Hughes. James, la parole est à vous. Merci, Jim. Merci beaucoup de la présentation, chers collègues. Ma question, pour ce qui est de cette stratégie 2 que vous proposez, c'est la suivante. Vous misez sur, en effet, une solution transition. Donc, vous allez passer les gens qui sont actuellement dans les campements petits et peut-être plus larges vers les hôtels et à plus long terme vers le logement, si j'ai bien compris la présentation. Mais j'aimerais vous entendre sur qu'est-ce qui se passe avec les campements qui sont justement
qui demeure tel quel, vu que justement, nous avons des problèmes, comme vous avez noté, de problèmes de capacité dans les refuges, capacité de main-d'œuvre, c'est-à-dire que la transition risque de prendre du temps. Entre-temps, on fait quoi avec les campements? Vous les réglementez, vous intervenez comment vis-à-vis le statu quo, si vous voulez? Oui, donc est-ce que je peux me permettre de répondre à cette question? Notre solution s'appelle l'humanisation des campements et la réinsertion progressive parce que justement, on vise les deux axes. Donc, notamment, nous désirons rehausser le financement communautaire des intervenants en itinérance, notamment pour que ces derniers soient capables de donner un meilleur accès aux individus qui dorment dans la rue à des services. De même, puisque nous visons la réinsertion progressive, on a conscience que c'est une résolution à long terme du problème, mais pour le court terme, nous visons à humaniser les campements, donc notamment par le biais en fait là, de l'instauration de services dans les campements, des travailleurs sociaux, par exemple aussi qu'on fasse des campements qui sont plus grands pour, par exemple, limiter la propagation de la COVID-19. Donc, ces mesures sont notamment faites par le rehaussement du financement communautaire par les individus qui ont des expertises. Est-ce qu'un autre de mes collègues souhaite compléter la question? Oui, alors si je peux me permettre aussi, ce qu'il faut prendre en compte dans cette approche-là, c'est que le gouvernement du Québec, au fond, vient en soutien à l'action des municipalités et les municipalités actuellement n'ont pas de désir, en fait, d'évacuer les campements et semblent, en fait, prêtes à accepter que les campements perdurent un peu dans le temps. Et donc, il revient davantage, en fait, de la responsabilité, en fait, des municipalités d'intervenir, en fait, auprès de ces campements-là. Plus un suivi, James, pas de suivi avec ça? Non. Ça va, merci. Ça va. OK. La prochaine, c'est Suzy McDonald de notre Conseil du Trésor. Merci. Alors, souvent, il y a une manque de collaboration et coordination entre le fédéral, le Québec et les organismes à but non lucratif. Je pense que sur votre diapo 13, vous avez quand même assez bien indiqué différentes ressources. Je remarque que pour le fédéral, uniquement le rôle de financement dans une entente qui existe déjà. Croyez-vous qu'il y a un rôle plus approfondi pour le fédéral dans ce contexte-ci? Gabrielle? Oui, donc pour notre part, on pensait notamment à un transfert d'expertise, puisque c'est une problématique qui est trans-canadienne, en fait, donc qui prend l'ensemble du pays. Nous pensons à un transfert d'expertise du fédéral vers le provincial et donc c'est le rôle que nous voyons pour le fédéral. Je ne sais pas si un de mes collègues désire également compléter cet élément de réponse. Oh. Oui, c'est Marc-André. Exactement. Alors, je peux me permettre de compléter brièvement. Oui, certain. Oui. Donc, notre solution, en fait, prévoyait la mise en place de tables de concertation ou milieux de pratique afin d'améliorer les pratiques, justement, des différents intervenants. Et donc, nous prévoyons que le gouvernement fédéral pourra apporter son expertise précisément dans ce cadre-là, en collaboration, entre autres, avec les municipalités. OK, merci Marc-André. Pas de suivi, Suzy? Non? Oui, peut-être juste une petite. Alors, question expertise, est-ce que vous voyez aussi un rôle au niveau des données dans cette expertise? Effectivement, étant donné que le fédéral exécute finalement un recensement chaque année, les données peuvent être extrêmement utiles, notamment dans le cadre d'identifier où sont les campements, puis qui sont les dormeurs de rue. Donc, effectivement, je crois que c'est une piste de réflexion qui est excellente. OK, Marc-André, encore. Oui, alors si je peux me permettre aussi, il y a notamment le CRSH, qui est l'instance fédérale de recherche en sciences humaines principale, qui pourra, entre autres, financer peut-être davantage de recherche, considérant que le recensement n'a lieu qu'aux 5 ans, et
qu'il nous donne peu de données, en fait, sur les dormeurs de rue et l'itinérance. Donc, le CRSH pourrait être là en appui pour financer des recherches sur le phénomène. OK, je passe maintenant à Janet Golding. Janet, la parole est à vous. Merci, Jim. Merci pour la présentation. C'est vraiment une situation complexe quand on pense à l'itinérance et les personnes dormant à l'extérieur. Donc, pourriez-vous me dire quels sont les 2 ou 3 points clés que le Premier ministre et le public doivent comprendre au sujet de la question du sommeil brutal? Donc, pouvez-vous le mettre dans 2 ou 3 phrases complètes? C'est sûrement les points clairs. Je vous invite en fait à aller à la next slide. En fait, nous avons élaboré un plan de communication. OK. Donc, pour le message central, c'est que nous sommes un gouvernement humain et attentif aux besoins de cette population. Nous répondons présents lorsqu'il faut et nous nous donnons les moyens d'agir collectivement. Donc, ça, c'est notre message global. Toutefois, vous voyez que pour chaque cible, il y a un message différent, notamment donc, pour les municipalités. Nous désirons présenter que le gouvernement du Québec est un partenaire sur lequel les municipalités peuvent compter. Pour les dormeurs de rue, le gouvernement du Québec respecte votre dignité, vos droits et vos besoins. Pour les personnes affectées, donc personne ne devrait avoir à dormir dans la rue, le gouvernement agit. Citoyens affectés, on parle des voisinages autour. Et pour le communautaire, le gouvernement du Québec reconnaît votre expertise et votre travail. Puis enfin, donc, la façon dont nous allons communiquer le message, on prévoit donc des moyens de communication qui sont variables. Donc, notamment, si on parle de réseaux sociaux pour les citoyens affectés par les quartiers autour, nous parlons davantage, par exemple, de paroles de personne à personne pour les dormeurs de rue et de canaux officiels pour les municipalités et le communautaire. Janet, question de suivi? Merci pour ça. Non, rien à ajouter maintenant. D'autres questions, anglais, français, des autres membres du panel, de notre panel? Vite, une audience qui n'est pas identifiée ici, c'est les citoyens qui sont autour des campements. Et c'était quoi votre message à eux? Et plus spécifiquement, ma question sera, est-ce que vous donnez Sûreté du Québec certains droits d'intervenir? Et si oui, quels seront justement les critères que vous permettrez le SQ de rentrer dans les campements pour les évincer si nécessaire? Again? Oui, si je peux me permettre, pour les citoyens affectés, sur la diapositive que vous voyez actuellement, on veut leur passer le message que personne ne devrait avoir à dormir dans la rue. Donc, c'est important de le reconnaître, puis que nous agissons en conséquence, donc autant pour aider les personnes qui dorment dans la rue que pour les citoyens qui sont affectés par cette problématique. Donc, on est en action et on tente de régler la problématique. Sinon, pour le service de police, en fait, dans notre stratégie 3, qui était le démantèlement des campements, on souhaitait en fait que ce soit fait par le service de police, par exemple, de la Ville de Montréal et des autres villes. Donc, on n'avait pas le service, la sécurité du Québec n'était pas impliquée puisqu'on souhaitait conserver en fait les compétences et en fait respecter les compétences juridictionnelles des municipalités en ce sens. Mais toutefois, ce n'est pas la stratégie qu'on recommande. Nous recommandons la stratégie 2, donc qui est celle qui ne convient pas de démantèlement. Puis, en fait, vous disiez que ce n'était pas sur notre diapositive les citoyens affectés, mais oui, c'est juste en bas à droite, en fait. Citoyens affectés, c'est eux, en fait, ceux qui vivent autour des campements. Juste une petite question finale, si je peux. Votre option numéro 3, est-ce que c'était vraiment une vraie option? Est-ce que c'est juste quelque chose à rejeter tout à coup? Est-ce que vous pensez que c'est vraiment une option pour le gouvernement du Québec, Megan? Bon, nous allons peut-être répondre à cette question-là. Oui, peut-être que Megan aura à compléter. Oui. Nous avons proposé 3 stratégies, la première, la deuxième et la troisième. Mais toutefois, nous avons pris soin de montrer que cette proposition-là de la stratégie 3 n'était pas la meilleure. Elle était source de conflits et aussi de violences. Donc, c'était une stratégie à rejeter. OK. Oui.
Si Megan a ajouté quelque chose, elle est la bienvenue. Réaliste pour le gouvernement du Québec. OK, merci. Merci.